Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Dédicace. À mes parents. Mes remerciements à Anne Dournaud pour ses corrections et ses conseils. À travers les murs. Comme une ville forcée et sans murailles, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Ancien Testament, Proverbes 25 à 28. L'homme est un bâtisseur. Depuis la nuit des temps, il élève des murs partout où il se trouve. L'origine latine du mot murus, dérivant elle-même du latin archaïque moirus et sa racine indo-européenne, mei, rappelle l'ancienneté du terme et par suite, de l'objet. Les murs donc, très tôt dans l'histoire humaine. Des murs pour habiter et entreposer. Puis rapidement pour protéger, défendre, délimiter, interdire, contrôler, taxer, en un mot dans son sens le plus large, ségréguer. Dès qu'il sortit de sa caverne dont les parois constituaient déjà des proto-murs, l'homo sapiens sédentarisé que nous sommes devenus abandonna son état troglodytique puis érigea. Il nous fallut d'abord reconstituer un logis, si possible plus confortable, et nous abriter des intempéries, du froid ou de la chaleur. Pour conserver nos récoltes et garder nos troupeaux, nous construisîmes par la suite d'autres murs, clôtures et barrières. Le fruit de notre labeur se voyait ainsi garanti de l'appétit vorace des animaux sauvages, comme de celui des voleurs. L'organisation des premières communautés en structures plus complexes et hiérarchisées, appelées sociétés, villes ou États, rendit nécessaire, pour ne pas dire inévitable, la construction de murs autrement plus longs, plus hauts et plus épais que ceux de nos modestes habitations. Pour nous prémunir de l'inquiétante convoitise de nos semblables pour nos terres et nos richesses, il nous fallait réagir. Nous n'avons donc pas tardé à les considérer comme des ennemis, puis immédiatement après, à nous emmurer. La première et principale finalité des murs est bien de nous défendre contre un environnement naturel ou humain, ressenti comme assurément hostile. De toutes sortes et de toutes factures, ils finirent par ceinturer nos villes, nos provinces et même nos pays. Passant d'un simple objet domestique à un moyen militaire pour muter en outil politique dans l'acception la plus large du terme, les murs ont achevé de nous séparer et nous rendre méfiants, ignorants, sinon haineux envers l'autre. Nous en maîtrisons si bien la construction que les plus imposants ont atteint la longueur spectaculaire de plusieurs milliers de kilomètres. Il en est ainsi de la Grande Muraille de Chine, des limes romains ou plus récemment, du rideau de fer. Les murs s'intègrent à ce point dans nos vies et notre histoire qu'en faire un sujet de conversation ou de réflexion peut paraître futile. Et pourtant, ils représentent bien plus que de simples constructions froides et immobiles en terre, torchis, briques ou dans notre monde moderne en béton, acier et même en verre. Il y a 2500 ans déjà, la Bible nous rappelait par une allégorie notre condition de mortels, la vanité et l'insignifiance de notre race, toujours éphémères, mais que nos illustres rois s'évertuaient à rendre éternels. Les remparts de Babylone la Grande seront vraiment démantelés et ses hautes portes brûlées. Ainsi les peuples ont-ils peiné pour le néant, les nations se sont épuisées pour du feu. Jérémie 51-58. Tels des miroirs, les murs reflètent ainsi notre histoire. Leur existence, quelle que soit leur fonction domestique, militaire ou politique, témoigne d'un chapitre passé ou contemporain de nos civilisations. Ils en matérialisent d'abord les forces et en premier lieu, la puissance militaire. Depuis l'Antiquité jusque très récemment encore, les fortifications représentaient la clé de voûte du système de défense d'une cité, d'une place forte et même d'un pays. On peut encore contempler d'imposants remparts quasiment intacts, à York, à Avila en Espagne ou encore à Dubrovnik, nom slave de l'ancienne Raguse sur l'Adriatique. On s'émerveille face à la Grande Muraille comme devant le génie militaire de Vauban et ses forts imprenables, dont l'alignement sur les façades maritimes ou les reliefs alpins et pyrénéens préfigurait l'ébauche des murs modernes de défense. On tente d'imaginer l'inimaginable au milieu des bunkers des plages du débarquement, reste de ce que fut le mur de l'Atlantique. Mais les murs portent aussi la richesse et le raffinement de nos cultures. Depuis toujours architectes, tailleurs et sculpteurs y ajoutent colonnes, bas-reliefs, motifs ciselés et autres ornements pour embellir, impressionner et servir au rayonnement politique de leurs promoteurs. En attestent nos plus beaux monuments à Paris, Vienne, Venise ou Saint-Pétersbourg, objets de la quête frénétique des touristes, sources inépuisables de leurs photographies. Les murs sont également symboles de puissance financière comme d'exploits techniques,
quand la hauteur des gratte-ciel d'acier et de verre défie la gravité et exhibe avec condescendance l'hégémonie économique de New York, de la City, de Shanghai ou Tokyo. Bien que civils, ils imposent déjà la domination de ces mégapoles dans un sens politique. En contre-pied, les murs expriment nos faiblesses, nos tourments et nos tragédies. À travers eux transpirent nos peurs anciennes, lorsqu'érigés aux marches de nos empires, ils préservaient notre monde, dit civilisé et ordonné, de la terreur inspirée par le chaos et la violence des invasions d'autres peuples supposés barbares. Par extension, ces barrières symbolisent nos divisions contemporaines et nos luttes pour le pouvoir sur l'échiquier mondial, maintes fois attisées par nos dirigeants. Ils déchirent alors en deux une ville, Berlin ou Nicosie, une région, le Cachemire ou la Corée, et même un continent entier. Ils sont aussi les fruits de nos peurs modernes identiques, en fin de compte, à celles d'antan. Un peu partout dans le monde, ils se dressent à coups de millions de dollars, assortis de la toute dernière technologie en matière de surveillance, pour lutter contre les trafics en tout genre et signifier à l'immigrant ou au pauvre, bien souvent une seule et même personne, que sa route vers une vie qu'il espère meilleure s'arrête là et qu'il n'est pas le bienvenu. Ils interdisent alors à ceux d'un côté qu'ils soient le bon ou le mauvais, toute relation à l'autre. Nous avons érigé encore d'autres murs, tout aussi hideux, devenus les métonymies de nos totalitarismes. Ils condamnent alors au bannissement de la société des êtres humains pour leur race, leur religion ou leurs idées, c'est-à-dire pour ce qu'ils sont et non ce qu'ils ont fait. Ils nous rappellent alors les heures les plus sombres de notre histoire. Et cela prospère. Qu'il s'agisse des murs des îles Solovki, où étaient rééduqués par le travail les détenus mal avisés de ne pas assez adhérer à l'idéal communiste, de ceux de Robben Island au large du Cap, à l'intérieur desquels les opposants noirs au régime de l'apartheid devinrent les héros de tout un peuple, ou des ghettos juifs et des camps d'extermination nazis en Pologne ou ailleurs, maillons d'une industrie de la mort sans précédent. Tous témoignent encore aujourd'hui de l'abomination dont seul l'homme est capable. Dans sa comédie Asinaria, la comédie des ânes, le dramaturge latin Plaute écrivait il y a plus de 2 millénaires déjà, Homo homini lupus et, l'homme est un loup pour l'homme. Sur combien d'autres murs encore, des hommes et des femmes lucides sur leur sort laisseront-ils un témoignage de leur lutte, de leur souffrance, de leurs convictions, bref de leur vie? Il ne faut pourtant jamais désespérer de l'âme humaine. Les murs portent aussi nos aspirations et nos combats les plus nobles. Ils se travestissent en support de l'expression populaire, qu'elle soit libre ou réprimée, pour exhiber ostensiblement les messages de liberté, d'émancipation, de revendication, de résistance ou d'indépendance. Les adresses clandestines envoyées aux oppresseurs de tous bords qu'ils soient à Santiago, Prague, Damas ou Pékin, comme aux colonisateurs à Alger, Bombay ou Jakarta, défient l'autorité avec courage et parfois inconscience. Ils incarnent pleinement la liberté, quand ils s'écroulent dans un fracas aussi assourdissant que bien souvent imprévisible. Abattus, ils rassemblent alors les hommes dans une commémoration semblable à celle qui pousse un peuple à se réunir devant d'autres murs, de mémoire ceux-ci, comme à Washington face au Vietnam Veteran Memorial, ou à Jérusalem au mémorial de Yad Vashem. Dans notre monde moderne que la technologie omniprésente, au fur et à mesure de l'accroissement de ses performances et de sa miniaturisation, a fini par rendre virtuels, les murs sont encore présents. Ils incarnent toujours des barrières à franchir, désormais synonymes de progrès scientifique et technique, que nous avons rapidement cherché à atteindre et même à dépasser. Si la mondialisation et les nouveaux réseaux de communication ont par bien des aspects abattu de nombreux murs, ils en ont créé d'autres. L'espace numérique y constitue désormais une véritable 4e dimension, en est empli. Pour ne citer qu'un exemple, l'accessibilité à certains sites de l'Internet depuis la Chine est censurée par le Grand Firewall, un système pare-feu très élaboré de surveillance et de blocage d'adresses IP, tout un programme. Grâce aux murs, nous pouvons voyager sur tous les continents, traverser notre histoire, pénétrer nos modes de pensée et nos cultures. Les murs politiques, qui nous intéressent ici, renferment ainsi une partie de la mémoire des hommes et méritent qu'on s'y attarde. Écoutons ce qu'ils ont à nous dire, et peut-être en tirerons-nous quelques leçons. Qu'est-ce qu'une frontière? Et pourquoi nous haïr et mettre entre les races ces bornes ou ces eaux qu'aborde l'œil de Dieu, de frontières au ciel voyons-nous quelques traces? Sa voûte est-elle un mur, une borne, un milieu? Alphonse de Lamartine, La Marseillaise de la paix, 1841.
Lorsqu'ils ne constituent pas les pans de nos immeubles ou les enceintes de nos prisons, les murs sont principalement politiques. Ils ont été construits pour matérialiser une frontière, souvent, voire exclusivement lorsqu'elle est interétatique, pour endurcir, sinon en interdire, le passage par des clandestins ou une force armée, pour contrôler le transit de marchandises ou combattre les trafics illégaux comme ceux des armes ou de la drogue. Puisque le lecteur va, dans ces pages, suivre la piste de nombreuses frontières, il apparaît dès lors utile de se pencher sur une question: qu'est-ce qu'une frontière ? Question simple en apparence mais à laquelle il paraît plus compliqué de répondre tant la notion de frontière évolua au cours de l'histoire et prit des significations différentes selon le contexte. Une question qu'il est d'autant plus légitime de poser aujourd'hui que, dans de nombreux domaines, notre environnement mondialisé semble les avoir abolies. L'étymologie du mot frontière renvoie au Moyen-Âge où il désignait le front d'une armée, 1213, la ligne de front. Il s'agit là d'une acception géographique. La situation obtenue militairement sur le terrain incorpore de facto les territoires situés entre les positions de l'armée en question et le lieu à partir duquel l'autorité commandant la force militaire exerce son pouvoir politique. C'est donc par essence une situation mouvante, évolutive, en fonction de l'avancée ou du recul des soldats. Cette connotation perdure de nos jours en anglais, ou par opposition à boundary ou bordée, le terme frontier désigne le front pionnier qui avance à travers les régions sauvages dans un processus d'appropriation des terres au gré de l'installation des colons. La conquête de l'Ouest américain et celle de la Sibérie en sont les meilleurs exemples. Dans son sens latin, la frontière désigne plutôt par une sorte de processus métonymique le périmètre géographique occupé par une entité politique, qu'elle soit cité, province, État ou autre, dans une conception appropriative et inclusive. C'est ainsi que les Romains concevaient leur limes. Ce vaste système défensif, auquel nous consacrerons un chapitre, matérialisait les frontières de leur immense empire. Il renvoyait par conséquent à la notion d'un dedans et d'un dehors, sans considération de cet extérieur. Je suis à l'intérieur de l'empire ou je n'y suis pas. Toutefois, si certaines frontières de l'empire romain étaient parfaitement délimitées et leur traversée effective dès la ligne franchie, d'autres représentaient plutôt une zone tampon, parfois de plusieurs dizaines de kilomètres de profondeur. Le passage de l'intérieur vers l'extérieur y était plus progressif. Après la chute de Rome, l'avènement durant le Haut Moyen-Âge occidental d'États faibles et très peu centralisés conduit à une prédominance de frontières graduelles et peu marquées. L'autorité, structurée par la forte relation interpersonnelle entre suzerain et vassal, s'exerce d'abord sur les hommes avant de s'imposer au territoire. La frontière est alors une zone de marche, un intermédiaire, sans appartenance clairement déterminée aux confins de deux autorités qui s'en partagent, ou plus souvent s'en disputent, l'influence. Ce n'est qu'à l'approche de l'an 1000 qu'émerge la notion d'appartenance à une communauté plus large que la simple seigneurie ou cité, comme celle de la chrétienté ou de l'islam. Si la conscience d'une identité nationale est encore largement absente, les pratiques contribuent à forger la réalité d'un espace géopolitique qui aboutira, quelques siècles plus tard, à la conception moderne des frontières. Au gré des alliances, des mariages de raison, des héritages, mais aussi des campagnes militaires, voire des trahisons, les souverains parviennent à faire émerger une ébauche d'État. Pour les représenter localement, ils installent à la tête d'une administration territoriale, encore très embryonnaire, baillis et sénéchaux souvent plus fidèles que les nobles, pourtant leurs vassaux. Ainsi se dégagent les linéaments d'une gestion de plus en plus hiérarchisée et centralisée, qui s'inscrit dans des frontières physiques de plus en plus précises. Sous l'Empire romain, la frontière séparait ce qui était romain, de ce qui était autre, c'est-à-dire au choix ce qui n'était rien, n'existait pas ou était inconnu, bref ce qui était barbare. L'objet des frontières du bas Moyen-Âge jusqu'au début de la Renaissance évolue. Elles délimitent des sphères sous l'autorité de pouvoirs différents, parfois amis, parfois ennemis. Elles donnent un nom à cet autre. Les frontières ne sont plus la limite entre un quelque chose et rien, mais entre deux éléments. Au plus simple, une frontière est donc une ligne séparant un territoire en deux, chacune des deux parties étant soumise à l'influence d'une entité politique différente. Cette ligne est de plus en plus nette et précise, au fur et à mesure que l'influence s'affirme en autorité. C'est donc d'abord une notion géographique plutôt qu'humaine. Historiquement, c'est la définition la plus ancienne. Les progrès de la science, en particulier de la topographie,
ainsi que des techniques, imprimerie, autorise l'élaboration et la diffusion des premiers atlas dès le milieu du XVIe siècle. Outre l'apport d'une vision synthétique des territoires ainsi cartographiés, ils expriment surtout l'ambition des pouvoirs de définir théoriquement, en un certain sens juridiquement, les frontières des régions qu'ils prétendent pratiquement dominer, aménager et fiscaliser. En affirmant ainsi les limites de leur territoire, les souverains font naître petit à petit le sentiment d'une appartenance à une communauté plus large que la seigneurie, à l'origine des futures nations. Les acclamations adressées par la population au roi Philippe Auguste après sa victoire à Bouvines en 1214, la ferveur populaire née dès la mort de Jeanne d'Arc en 1431 sont les premiers témoignages, en France, de ce sentiment. La notion moderne de frontière, dite post-westphalienne, n'apparaît qu'à partir du XVIIe siècle. En 1648 sont signés les traités de Westphalie qui mettent fin à 2 conflits en Europe. Le premier est la guerre de 30 ans entre les Habsbourg catholiques d'Espagne et du Saint-Empire, et les princes allemands protestants à la tête de plusieurs États. Le second est la guerre de 80 ans. Ce long conflit s'achève aux dépens de la couronne d'Espagne par l'indépendance des Provinces-Unies, la Hollande d'aujourd'hui. Succédant à celle des comtés, duchés et autres marquisats, éparpillement morcelé de filiations moyenâgeuses, la notion d'État s'impose comme échelon privilégié de pouvoir dans les organisations politiques et dans ce que l'on appellera plus tard les relations internationales. Cette dimension affaiblit l'entité locale au profit du pouvoir central. L'État s'appuie ainsi sur un sol qui doit donc désormais s'inscrire dans un système de frontières. Elle marque évidemment ses limites, mais surtout, dans une logique inclusive et unificatrice, elles font de lui le seul représentant et organisateur de tout ce qui se situe dans son périmètre. La frontière borne un territoire à l'intérieur duquel l'État exerce sa souveraineté nationale, de manière exclusive, autonome et sans intervention extérieure. Par extension, elle limite donc l'exercice du pouvoir d'un État. C'est une deuxième définition, plus contemporaine, de la frontière. Mais gardons-nous d'extrapoler. À ce stade, la frontière n'est pas encore une ligne précise qui court à travers plaines et montagnes pour démarquer 2 territoires. Le traité de paix dit des Pyrénées, signé en 1659 entre l'Espagne et la France, posait également le principe d'une frontière franco-espagnole, sur la crête des montagnes qui forment les versants des eaux. Cette définition, qui peut paraître de bon sens, reste largement floue et incomplète. Lorsqu'aucune ligne de crête n'existe, où passe la frontière ? Lorsqu'une rivière prend sa source en Espagne, suit un axe sud-nord pour entrer en France, où passe la frontière ? Il faudra attendre la signature du traité de Bayonne en 1866 pour qu'elle soit clairement établie dans la géographie, et encore quelques années pour son bornage effectif. Le processus de délimitation de la frontière entre les États-Unis d'Amérique et le Canada, encore sous domination britannique, a débuté en 1783. Mais la démarcation sur le terrain ne sera achevée qu'en 1910. La fixation d'une frontière est un processus long parce qu'il implique un compromis politique, se heurte à la complexité de la géographie et nécessite l'apprentissage des techniques de mesure et de bornage. La frontière, désormais établie et reconnue, doit être stabilisée. Entre le XVIIe siècle et la fin de la première moitié du XXe, les jeunes nations européennes ne cessent d'être en guerre, à intervalles réguliers et sur une période d'une durée très variable. Stabiliser veut donc dire sécuriser et renforcer. La France, qui entretient des relations souvent compliquées avec ses voisins, en donne un exemple notoire avec les fortifications que Sébastien le Prestre de Vauban construit sur toute la périphérie du royaume, des Pyrénées à l'Escaut, en passant par l'Alsace, les Alpes et la façade atlantique. Nous voyons apparaître ici, sous une forme atavique, une troisième définition de la frontière qui rappelle l'étymologie moyenâgeuse du terme, sans toutefois en reprendre la dimension évolutive. La frontière est l'endroit où les troupes stationnent pour défendre un territoire. Celle-ci n'existe donc que par sa surveillance, par son contrôle. Elle peut aussi servir de base de départ pour une offensive en zone ennemie, afin d'y affronter une armée concurrente. La guerre se déporte ainsi depuis l'intérieur des pays, où s'opposaient les nobles locaux jusqu'au Moyen-Âge, vers les frontières et au-delà, pour voir s'affronter des soldats au nom de différents pays. À ce stade, la frontière est donc la limite géographique de l'exercice d'une autorité centrale dans les domaines administratifs, juridiques et économiques,
dont l'intégrité est assurée par la présence in situ d'une force militaire. Elle matérialise l'expansion d'un État indépendamment de la culture, de la langue, des religions et donc des peuples qui occupent les territoires limitrophes. Un virage majeur est pris après la Révolution française avec l'émergence de l'idée de nation et son corollaire, le patriotisme. Les nouveaux droits fondamentaux, la liberté et l'égalité, font naître un nouveau concept de souveraineté citoyenne. La frontière n'était alors qu'une simple délimitation géographique entre deux entités juridiques. Elle devient le périmètre à l'intérieur duquel ce qui existe est élevé au rang de bien commun, que chacun peut s'approprier et auquel il peut s'identifier. Elle qui, jusqu'à présent, séparait seulement les territoires, a désormais vocation à séparer les hommes également. À l'État qui repose sur des bases d'ordre administratif et juridique, se superpose l'idée de nation qui s'appuie sur un fondement d'ordre culturel et identitaire. La montée des nationalismes durant les XIXe et XXe siècles s'est construite tant sur le sentiment d'appartenance à une communauté, renforcé par le caractère inviolable de la frontière conférée par le droit international, que sur le rejet si ce n'est la haine de l'autre. La frontière est alors sacralisée, portée à sa fonction la plus aboutie. Les hommes lui attribuent alors un rôle naturel, périmètre du creuset national dans lequel ils naissent et auquel ils appartiennent. C'est la 4e définition qu'on peut donner de la frontière. Lors d'un discours en janvier 1793 à la tribune de la Convention, Danton posa le principe de frontière naturelle qui, selon lui, germait sur les particularités géographiques comme les fleuves ou les reliefs. Quelques décennies plus tard, le géographe allemand Friedrich Ratzel 1844 à 1904, un des théoriciens du Lebensraum, l'espace vital repris par Adolf Hitler comme un leitmotiv dans la doctrine nationale-socialiste, défendra une naturalité des frontières basée sur des césures ethnoculturelles comme l'origine ethnique, la langue, la culture, voire la religion. Les frontières ne sont plus, selon Ratzel, la conséquence d'éléments géologiques ou hydrographiques inaccessibles à l'intervention humaine, mais bien le résultat de l'installation et de l'évolution propre à chaque peuple. D'autres géographes, comme Élisée Reclus, 1830 à 1905, ou Jacques Ancel, 1882 à 1943, s'inscrivent en faux au début du XXe siècle. Ils soutiennent que les frontières ne sont que l'aboutissement temporaire d'un équilibre des forces, en d'autres termes qu'elles sont artificielles. Si ce rapport de puissance change, la frontière évoluera. Que leurs origines soient géographiques, ethnoculturelles ou humaines, les frontières furent souvent et âprement disputées, aussi bien en Europe qu'en Afrique dont la négociation nécessita une conférence à Berlin en 1884 à 1885. Après les cataclysmes des Premières et Secondes Guerres mondiales engendrés par des nationalismes exacerbés, la notion de frontière s'efface, du moins s'estompe, au profit d'une entité supranationale érigée d'abord sur des fondements économiques puis, parfois, politiques. Puisqu'elle a vu le jour en Europe et que les Européens lui ont fait enfanter ses effets les plus toxiques durant presque tout le XXe siècle, c'est d'abord dans ce vieux continent que la frontière s'atrophie le plus avec la création d'un marché économique à l'Ouest, peu après la Deuxième Guerre mondiale. Il donne naissance, quelques décennies plus tard, à une union politique fortement élargie dotée d'institutions démocratiques où la circulation des biens puis des personnes est, si ce n'est totale et acquise, très amplement étendue. Bien d'autres régions du monde, en Asie du Sud-Est, en Amérique du Nord comme du Sud, en Afrique centrale et de l'Ouest, ont vu fleurir des zones de marché commun à l'intérieur desquelles les mouvements de marchandises, plus rarement ceux des individus, sont facilités. La notion politique de frontière a donc singulièrement évolué au cours des siècles. Objet aux contours encore flous au Moyen Âge, la frontière s'est précisée pour devenir la limite contrôlée de l'exercice du pouvoir des États, la ligne de défense des pays, puis la marque identitaire des nations, avant d'être dissoute, en une certaine mesure, dans une zone communautaire. Pourtant, avant même l'existence de ces espaces de libre circulation, les frontières n'étaient pas aussi hermétiques qu'on pourrait le penser. Certes, la frontière est la ligne qui sépare deux pays, mais c'est aussi la ligne où deux pays se rejoignent. Nous avons vu que la frontière limite l'exercice du pouvoir d'un État. Par extension, elle marque également l'endroit où les règles administratives, juridiques, économiques, fiscales, voire culturelles, changent. Dans les territoires frontaliers souvent éloignés du pouvoir central, celui-ci a parfois du mal à s'imposer.
Ainsi, les habitants de ces zones excentrées se jouent des frontières pour en tirer profit. Les différences existant de part et d'autre engendrent des phénomènes osmotiques légaux, comme les travailleurs frontaliers, ou illégaux comme la contrebande. Une main-d'œuvre qualifiée, donc chère d'un côté, très bon marché de l'autre, une protection sociale plus étendue d'un côté, une pression fiscale moins forte de l'autre, des libertés garanties d'un côté, fortement restreintes de l'autre. Bref, les raisons de développer une stratégie pour tirer parti d'une frontière peuvent être multipliées à l'infini. Si les frontières séparent les hommes par certains aspects, elles les rapprochent sur d'autres plans. L'écart créé par la présence d'une frontière artificielle amène une interaction naturelle entre les territoires qui l'abordent. Des synergies s'y développent, mais doivent néanmoins être surveillées. Ce propos fait apparaître ici une 5e définition de la frontière. Elle est l'endroit où s'exercent des activités de contrôle et de fiscalisation par la puissance publique, comme la douane ou la police. De nos jours, les principales frontières ne sont paradoxalement plus situées à la périphérie de nos pays mais bien en plein cœur, dans les aéroports et les ports de nos mégalopoles. C'est par eux que transite, dans notre monde désormais globalisé, la plus grande partie des voyageurs et des marchandises. Le processus osmotique qui opérait à l'échelle locale s'est très largement amplifié avec la mondialisation qui a pris son essor au début des années 1990. La circulation des produits, des capitaux, des informations et dans une moindre mesure, des hommes, voire des savoirs, est encouragée, portée par les nouvelles technologies tout en restant encadrée par des traités de libre-échange, de libre circulation. Pourtant, même globalisées, les activités anthropiques ont besoin de frontières. D'abord parce que la mondialisation ne se nourrit que des écarts entre les États. Ensuite parce que les échanges continuent de s'inscrire dans des espaces eux-mêmes régis par des frontières, comme, parmi tant d'autres, Schengen, l'ALENA, accord de libre-échange nord-américain entre les États-Unis, le Mexique et le Canada, ou la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Enfin parce que, très loin d'être pacifié malgré la chute du rideau de fer, le monde considère la sécurisation des frontières comme une des prophylaxies efficaces après le traumatisme du 11 septembre 2001. Outre les démarcations terrestres, bien d'autres milieux sont marqués par des frontières délimitant l'exercice des souverainetés. Ainsi les mers et océans sont découpés en eaux territoriales, zones économiques exclusives, et eaux internationales. Les eaux territoriales, partie intégrante du territoire national, sont constituées d'une bande maritime qui prolonge, sur une largeur de 12 000 soit un peu plus de 22 km, le droit juridique et administratif de l'État qu'elle borde. La zone économique exclusive qui s'étend jusqu'à 200 000 permet à l'État qui en a la jouissance d'exploiter les ressources qui s'y trouvent. Au-delà, les eaux internationales sont un bien public mondial régi par le droit international. Les frontières maritimes ne peuvent être bornées. Leur notion, apparue dès le XVIIe siècle, a été précisée à partir de 1958 sous la conduite de l'ONU puis fixée lors de la signature de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer à Montego Bay en Jamaïque en 1982. Tout autant que la mer, le ciel est sillonné de frontières invisibles mais bien réelles. La Convention de Chicago, signée en 1944, a posé les bases du droit aérien, en particulier les limites de la souveraineté nationale, la gestion du trafic ou encore l'interdiction du survol de certaines zones sensibles. L'espace n'est pas, à ce jour, morcelé par des frontières politiques en vertu du traité international sur les principes régissant les activités des États en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, entré en vigueur en octobre 1967. L'article 2 de ce traité interdit l'appropriation par un État d'une quelconque parcelle de l'espace ou d'un corps céleste. Créées par l'homme, les frontières ne disparaîtront plus. Elles sont désormais une constante de nos sociétés. Notons bien qu'il en est une autre. Leur état reflète la qualité des relations diplomatiques et économiques entre les pays qui la partagent. Ainsi, alors que plusieurs milliers de kilomètres de frontières s'ouvraient au cours de la seconde moitié du XXe siècle dans le cadre d'espaces communautaires plus ou moins étendus et libéraux, bien d'autres se fermaient souvent totalement. Que ce soit pour maîtriser les flux migratoires, refouler les mouvements rebelles, terroristes ou criminels, se protéger contre une éventuelle invasion d'un pays ennemi limitrophe,
ou bien tenir un territoire gagné militairement, d'innombrables frontières ont été condamnées ces dernières décennies. Dans les péninsules coréennes et arabiques, au Moyen-Orient entre Israël et les territoires palestiniens, depuis le Pacifique jusqu'à la mer des Caraïbes le long de la tortilla bordée mexico-américaine, sur les pentes abruptes du Cachemire, en Afrique entre le Botswana et le Zimbabwe, autour des enclaves de Ceuta et de Melilla, dans le Sahara, à travers l'île de Chypre, nombre d'États ont réagi pour réduire drastiquement la porosité réelle ou supposée de leurs frontières. Bien souvent ils n'ont trouvé comme seul outil, et comme seule solution, que des murs de barbelés, de béton et de grillages électrifiés ou non. Plus d'une cinquantaine de murs ont vu le jour dans le monde depuis l'effondrement de celui de Berlin. La plupart du temps, ils sont avant tout une construction unilatérale appuyée sur une frontière qui, si elle n'est pas toujours acceptée, est au moins concédée. Bien entendu, leur principale fonction est d'offrir une protection, espérée efficace, contre les menaces venues depuis l'autre côté. C'est donc une annonce univoque à l'attention de l'extérieur. Toutefois, les murs, par leur présence bien visible et souvent médiatisée, adressent un message vers l'intérieur pour les populations ciblées par la menace. Ils donnent la sensation d'un bouclier derrière lequel on peut rester et s'épanouir à l'abri des périls. Ce sentiment de sécurité est pourtant faux car aucun mur, aussi haut, long et surveillé soit-il, n'a jamais totalement tari les mouvements de traversée. En outre, un mur est coûteux à construire, à entretenir et à surveiller. La crise politique qui a mené les États-Unis tout droit à l'activation de la procédure du shutdown à la fin de l'année 2018 le démontre. Les démocrates, majoritaires à la Chambre des représentants, ont refusé de financer un mur à la frontière avec le Mexique que le président Donald Trump avait pourtant promis à ses électeurs de faire payer par son voisin du Sud. Bien qu'onéreuse pour un résultat rarement à la hauteur des espérances et surtout des investissements, les solutions apportées par la construction de murs ont souvent été privilégiées par leur relative rapidité de mise en œuvre et le sentiment apaisant d'une protection, tout aussi relative, contre les menaces extérieures. Mais elles n'ont qu'un effet placebo. L'origine des dangers, à savoir les contrastes qui résultent de part et d'autre de la frontière par sa seule présence, n'est pas traitée. Et tant qu'elle ne le sera pas, les murs existeront. Dans son discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes 1775, Rousseau écrivait « Le premier qui ayant enclos un terrain s'avisa de dire « Ceci est à moi », et trouva des gens assez simples pour le croire, fut le vrai fondateur de la société civile. Que de crimes, de guerres, de meurtres, que de misère et d'horreur n'eût point épargné au genre humain celui qui arrachant les pieux ou comblant le fossé, eût crié à ses semblables « Gardez-vous d'écouter cet imposteur, vous êtes perdus si vous oubliez que les fruits sont à tous et que la terre n'est à personne. » La frontière, comme la propriété, est source d'inégalité parce qu'elle marque une rupture dans l'espace. Les deux sont indissociables. Il n'y a pas de frontière sans propriété dans son acception la plus large qui dépasse le simple sens cadastral. Et il n'y a pas de propriété sans frontière. L'une comme l'autre sont matérialisées par des murs, bien souvent politiques. Pourtant, le premier de ces murs dont l'histoire est ici proposée n'est pas une frontière. Il n'a en tout cas pas été bâti dans cette optique. Mais il est éminemment politique. En cela, il s'apparente par bien des aspects à une frontière entre deux mondes. Le mur des lamentations. La détresse religieuse est pour une part, l'expression de la détresse réelle et pour une autre, la protestation contre la détresse réelle. La religion est le soupir de la créature opprimée, l'âme d'un monde sans cœur, comme elle est l'esprit de condition sociale d'où l'esprit est exclu. Elle est l'opium du peuple. Karl Marx, Critique de la philosophie du droit de Hegel, 1843. Jérusalem est une des rares villes au monde à posséder son syndrome. Le plus connu de ces syndromes citadins, bien qu'étant de nature psychologique complètement différente, est celui de Stockholm. Celui-ci pousse les victimes d'une prise d'otage à avoir quelque empathie pour les ravisseurs qui leur ont épargné la vie. Le syndrome de Jérusalem est une des variantes du syndrome du voyageur que ce dernier ressent lorsqu'il est submergé d'émotions par une différence trop grande entre la réalité du pays ou de la ville qu'il visite et l'image qu'il s'en était faite. Décrit pour la première fois au XIXe siècle par des pèlerins, il était considéré comme une maladie, la fièvre hiérosolymitaine, de Hierosolyma, transcription grecque du nom hébreu de la ville.
Ce syndrome touche chaque année une centaine de touristes sur les 5 millions qu'accueille la cité de David. Quelques dizaines d'entre eux doivent même être hospitalisés au Kfar Shaul Mental Health Center. Devenu le point de convergence de toutes les ambulances transportant celles et ceux qui, hallucinés fins ou réels, n'ont pas supporté le choc, cet hôpital s'est fait une spécialité dans le traitement de ce trouble depuis les années 1980. Le syndrome de Jérusalem se manifeste par un délire provoqué par un choc émotionnel, dû à l'omniprésence des sites et symboles religieux. Ces symptômes sont très variables. Un simple évanouissement, le désir irrépressible ou boulimique de visiter les lieux saints, une anxiété envahissante exprimée à travers des psaumes récités à tue-tête, le besoin de déchirer ses vêtements pour revêtir une toge, taillée le plus souvent dans les draps de l'hôtel où séjournent le touriste. Les cas les plus graves s'identifient au Messie, à Marie ou aux personnages bibliques. Certains présentent un comportement totalement irrationnel. Ainsi cette Anglaise convaincue du retour du Christ qui, dans les années 1930, allait régulièrement l'attendre avec une tasse de thé au sommet du mont Scopus, une des collines de Jérusalem. Où donc ce syndrome pouvait-il exister ailleurs qu'à Jérusalem, centre mystique et religieux, ville 3 fois sainte qui renferme les lieux les plus sacrés du judaïsme, du christianisme et le 3e lieu saint de l'islam? Vieille de presque 5000 ans, Jérusalem est une des plus anciennes cités du monde. C'est aussi une ville où il est souvent difficile de démêler les faits historiquement établis de la tradition écrasante et largement acceptée, léguée par les récits bibliques. Les archéologues doivent souvent se battre contre une pluie de critiques pour faire entendre leur thèse. A fortiori quand leurs conclusions portent à controverse et s'écartent de la ligne des Saintes Écritures. De surcroît, quand le débat naît entre eux, la pluie se transforme en tempête. L'étymologie même de Jérusalem reste encore floue aujourd'hui. Une première origine du nom de la ville viendrait d'une juxtaposition de deux mots hébreux Yerusha, héritage, et Shalom, paix. La cité s'appellerait donc héritage de la paix. Avec un peu de recul, elle porte bien mal ce nom compte tenu des contextes politiques et religieux incroyablement tourmentés de la ville, en particulier au Moyen Âge et depuis la fin de la Première Guerre mondiale. Au cours de sa longue histoire, Jérusalem fut détruite 2 fois, assiégée 23 fois, prise et reprise 44 fois. Selon d'autres sources, Salem renverrait à Shlomo, c'est-à-dire Salomon, le constructeur du premier temple. Ourou signifiant fondé, Jérusalem serait donc la ville de Salomon. Enfin une dernière hypothèse rappelle que Jérusalem viendrait de Ourouzalimom ou Ourouin, ville à laquelle plusieurs écrits de l'Égypte antique font référence entre 2000 et 1900 AV. J.C. Salim fait ici écho à Shalim, divinité des Cananéens qui occupaient, entre 2400 et 1200 AV. J.C., la bande côtière correspondant aujourd'hui au Liban et à Israël. Quoi qu'il en soit, les traces archéologiques attestent d'un peuplement permanent de Jérusalem entre 3000 et 2800 AV. J.C. soit dès le début de l'âge de bronze. Dans la tradition juive, la cité est fondée par Sem et Héber, des ancêtres d'Abraham, le premier à vénérer un Dieu unique dont les Juifs se considèrent comme descendants. L'importance politique de Jérusalem à cette époque fait encore débat. Elle oscille entre la capitale d'un important royaume cananéen et un centre administratif au rayonnement mineur. Vers 1890 à El Amarna, à 300 km au sud du Caire, on a retrouvé des tablettes égyptiennes datant des pharaons Aménophis III et Akhénaton, vers 1350 AV. J.C. Elles évoquent Jérusalem et la requête de son gouverneur de l'époque, Abdi H.E. Ce dernier sollicitait l'aide des Égyptiens, ses puissants voisins du sud, contre des adversaires qui ne sont pas clairement nommés. Ainsi Jérusalem devait être une sorte de vassal de l'Empire égyptien, mais elle présentait surtout un intérêt suffisamment important sur un plan politique, géographique ou économique pour avoir des ennemis et attiser les convoitises. Vers 1000 AV. J.C., David, roi des Hébreux, s'empare de Jérusalem et en fait la capitale du royaume de Juda et d'Israël qui s'étend de Gaza jusqu'à l'Euphrate. Puis son fils Salomon lui succède en 968. La vie de Salomon n'est confirmée par aucune découverte archéologique, mais seulement évoquée dans la Bible. Toutefois, les fragments de la stèle de Tel Dan datant du 9e ou 8e siècle AV. J.C. découvert au nord d'Israël en 1993 et 1994 mentionne la maison de David,
c'est-à-dire David et sa dynastie. De fait, l'existence de Salomon n'est plus guère remise en cause aujourd'hui. Il construit à Jérusalem le premier temple destiné à accueillir l'Arche d'Alliance, le coffre renfermant les tables de la loi reçues par Moïse sur le mont Sinaï. Puisqu'aucune trace archéologique de ce premier édifice religieux n'a été découverte, son emplacement reste encore incertain. Il se trouvait peut-être sur le mont du Temple ou mont Moria, là où la tradition hébraïque situe la rencontre entre Dieu et Abraham scellant l'alliance. Nous ne connaîtrons probablement jamais sa position exacte car de nos jours, celui-ci abrite l'esplanade des mosquées. Son rayonnement politique et religieux rend toute tentative de fouille évidemment inconcevable. Elles n'ont lieu qu'autour. Après la mort de Salomon en 931 et le schisme entre les Hébreux, Jérusalem devient la capitale du royaume de Juda, ou Judée, d'où dérive le terme judaïsme. L'autre royaume, celui d'Israël plus au nord, avait pour capitale Samarie. En 597 av. J.C., le roi de Babylone Nabuchodonosor prend Jérusalem et y place un vassal, Sédécia. Ce dernier, peu reconnaissant, se retourne contre le puissant roi babylonien avec le soutien du pharaon Apriès. Obligé à nouveau d'engager son armée, Nabuchodonosor s'empare une seconde fois de Jérusalem en 587 av. J.C. Il détruit les remparts, incendie le temple et le quartier aristocratique. Si elle a existé, l'Arche d'Alliance disparut à ce moment. Une partie de la population de Jérusalem, captive, est exilée à Babylone. La chute de l'Empire babylonien en 538 av. J.C., vaincu par Cyrus II le roi des Perses et fondateur de l'Empire achéménide, libère les Juifs. Ils sont alors autorisés à retourner à Jérusalem et à reconstruire un édifice religieux. Le second temple sera achevé en 516 av. J.C. Bien plus tard, en 63 av. J.C., la Judée tombe sous la domination expansionniste de Rome qui impose à la tête du royaume Hérode Ier dit le Grand, 73 à 4 av. J.C. Ce dernier acquiert très tôt une réputation sanguinaire après avoir éliminé plusieurs membres de sa famille, dont 3 de ses fils. Sa politique lui aliène les Juifs lorsqu'il nomme, à l'office du Temple, des prêtres d'origine étrangère afin de limiter le pouvoir des familles sacerdotales locales. Pour regagner une popularité chez les Hébreux et maintenir la cohésion de son royaume, Hérode embellit et agrandit considérablement le temple à partir de 20 av. J.C. signe d'un orgueil probablement démesuré, il érige durant son règne de nombreux bâtiments, théâtres, amphithéâtres ainsi que la forteresse de Massada, cherchant à laisser son empreinte dans l'histoire. Mais si nous nous souvenons du nom d'Hérode, c'est surtout parce que, d'après un passage de l'évangile de saint Matthieu 2 à 16, il ordonna la mise à mort de tous les enfants mâles de moins de 2 ans nés à Bethléem quand les prêtres annoncèrent la naissance imminente du prochain roi des Juifs. Il craignait en lui un futur et puissant rival. En 66 AP. J.C., les Hébreux se rebellent contre Rome à la suite de tensions religieuses croissantes avec les Grecs. 4 ans plus tard, les légions romaines menées par Titus, futur empereur de 79 à 81, pénètrent dans Jérusalem et la détruisent. À l'exception des murs de soutènement de l'esplanade sur laquelle il était construit, il ne restera rien du second temple et ces pierres seront réemployées pour d'autres constructions. C'est un de ces murs de soutènement à l'ouest de l'esplanade, dernier vestige de la construction d'Hérode, qui constitue aujourd'hui le mur des Lamentations. L'arc de Titus, construit à Rome par son frère Domitien qui lui succéda comme empereur à sa mort en 81, célèbre la prise de Jérusalem. Les touristes qui visitent chaque année la ville éternelle peuvent toujours le contempler, parfaitement conservé à quelques pas du Colisée. Toutefois, des fouilles menées en 2011 par une archéologue de l'université d'Haïfa, Roni Reich, remettent en question la théorie selon laquelle Hérode serait à l'origine de l'extension du temple. Elle découvre, au pied des fondations du mur, des pièces de monnaie en bronze frappées par Valerius Gracius, préfet de Judée vers 17 AP. J.C., ce qui tendrait à démontrer que leur construction n'avait pas encore débuté 20 ans après la mort du roi Hérode et confirme également les écrits de Flavius Joseph. Cet historien romain du 1er siècle affirmait que les travaux du temple n'avaient été terminés que sous Agrippa II, arrière-petit-fils d'Hérode, dont le règne sur Chelsea, l'actuel Andjar dans la plaine de la Békaa, débuta à partir de 48 AP. J.C.
Le mur des Lamentations est la portion visible du mur de soutènement occidental de l'esplanade du Temple. Située dans le quartier juif de la vieille ville de Jérusalem, elle mesure 57 mètres de long et 18 de haut, alors que la longueur totale du mur est de 488 mètres. Une partie d'environ 200 mètres sert de quatrième mur aux maisons attenantes dans le quartier arabe. Une autre de plus de 200 mètres est enterrée mais toujours visible en empruntant le tunnel souterrain qui la longe. Sur les 46 rangées de pierres superposées, seules les 7 premières en partant du sol datent de l'Antiquité. Elles sont constituées de blocs pesant plusieurs tonnes. Les rangées intermédiaires ont été ajoutées au 7e siècle par la dynastie omeyyade, lors de la construction de l'esplanade destinée à accueillir le dôme du rocher. Les rangées supérieures datent des périodes postérieures. Dans la religion juive, le mur des Lamentations est considéré comme le seul lieu sacré parce qu'il se trouve à l'endroit le plus proche du Saint des Saints, la salle dans laquelle était conservée l'Arche d'Alliance. Au début du IIe siècle, suite aux mesures qu'ils considèrent prises à leur encontre, comme la refondation de Jérusalem sur le plan d'une colonie romaine et l'interdiction de la circoncision, les Juifs se révoltent contre le pouvoir romain entre 132 et 135. N'acceptant pas l'indépendance à laquelle aspiraient les Hébreux, l'empereur Hadrien, 76 à 138, dont un mur porte le nom entre l'Angleterre et l'Écosse, ravage la Judée en pratiquant une politique de terre brûlée. Il s'empare de Jérusalem en l'an 135 qu'il fait aussitôt raser, une regrettable habitude romaine. Les Juifs sont bannis et même expulsés d'une grande partie de la Judée. Si nous ne savons pas précisément qui leur accorde le droit de revenir à Jérusalem, ils y sont autorisés au IVe siècle. Un pèlerin anonyme consigne scrupuleusement dans un récit son voyage qui le mène en 333 de Bordeaux jusqu'à Jérusalem. Intitulée Itinerarium Burdigalens, cette chronique est à ce jour la description la plus ancienne du pèlerinage d'un chrétien d'Occident en Terre Sainte. L'auteur note en particulier qu'à proximité de l'endroit où se trouvait le temple existe une roche perforée, l'Apis Pertusus, que les Juifs oignent chaque année en se lamentant et en gémissant. Jérôme de Stridon, un des pères fondateurs de l'Église latine, précise dans son commentaire de Sophonie, un livre de la Bible hébraïque, que les Juifs ont la permission de venir se lamenter sur les ruines de la ville une fois par an. De là provient le nom de mur des Lamentations, donné par des missionnaires britanniques au XIXe siècle. Bien que toujours très largement utilisé par les chrétiens, ce terme est tombé en disgrâce dans les milieux juifs qui lui préfèrent mur occidental, ou kotel. En 638, les Arabes menés par le calife Oumar Ier, deuxième successeur du prophète Mahomet à la tête de la communauté islamique, entrent dans Jérusalem après la reddition de la ville sans combat. Ils promulguent un édit de tolérance qui permet aux croyants, chrétiens comme juifs, de demeurer dans la ville et de pratiquer leurs rites. Cinquième calife de la dynastie omeyyade, Abd al-Malik, qui règne de 685 jusqu'à sa mort en 705, érige à partir de 691 le dôme du rocher sur l'esplanade du temple, alors vide de toute construction religieuse mais forte de symboles et de mémoire. Car à cet endroit, le prophète Mahomet a effectué, selon la tradition musulmane, son ascension nocturne guidée par l'archange Gabriel. Quelques années plus tard, la mosquée Al-Aqsa, la lointaine en arabe, fut construite sur le versant sud du mont du Temple. Le dôme du rocher et la mosquée Al-Aqsa constituent l'esplanade des mosquées, Haram al-Sharif, troisième lieu saint de l'islam. En plus d'être l'unique lieu saint du judaïsme, le mur occidental est aussi important pour les musulmans puisqu'il soutient, d'un point de vue architectural, l'esplanade des mosquées. À cette époque du Moyen-Âge où la tolérance n'était pas toujours la règle, cette proximité, à l'origine de graves tensions plusieurs siècles plus tard, ne posait pourtant aucune difficulté aux communautés religieuses. En effet, ni la domination des musulmans, ni celle des chrétiens qui prendront Jérusalem en 1099 lors de la première croisade, ne viendront interrompre les pratiques religieuses juives auprès du Kotel. Benjamin de Tudel, un rabbin originaire de Navarre qui a parcouru l'Europe et l'Asie au XIIe siècle, témoigne dans son livre des voyages de son passage à Jérusalem. Il écrit que à l'Occident est une muraille qui est un reste de celle du Temple et même du Saint des Saints. Tous les Juifs vont prier à cet endroit où était le parvis. La reconquête de Jérusalem en 1187 par le sultan d'origine kurde Saladin n'infléchit pas la politique de tolérance relative aux Juifs,
pas plus que la prise de la ville en 1517 par les Ottomans et leur domination pendant 400 ans. Suite à la Première Guerre mondiale, qui enlève 4 millions de vies et met fin à 3 dynasties, les Habsbourg, les Hohenzollern et les Romanov, l'Empire ottoman est démantelé. La Palestine, alors constituée des actuels Israël, Jordanie, Cisjordanie et Gaza, s'émancipe de l'hégémonie turque. Sur décision de la toute jeune Société des Nations, SDN, elle passe alors sous administration britannique. Le mandat prévoit la constitution d'un foyer national pour les Juifs en Palestine, tout en garantissant les droits civils et religieux des communautés non juives. Cette politique ne fait que reprendre les promesses du ministre britannique des Affaires étrangères, Arthur Balfour, dans une missive adressée en 1917 à Lord Lionel Walter Rothschild, membre influent de la communauté juive en Angleterre et important financier du mouvement sioniste. Le problème est que beaucoup ont interprété ces engagements et les ont extrapolés, espérant les voir aboutir à un État avec des frontières. Mais cet espoir ne deviendra réalité que 30 ans plus tard. Les objectifs du mandat britannique s'avèrent donc rapidement antinomiques, et les atteindre ne sera pas simple. Car parallèlement, les Arabes, et tout spécialement les Palestiniens, aspirent eux aussi à l'indépendance et rejettent le projet sioniste. Ils craignent le retour massif de la diaspora juive en Terre Sainte et l'anéantissement de leur pouvoir politique et économique. De 85 000 en 1914, le nombre de résidents juifs passe à 630 000 en 1947. Les Britanniques doivent donc faire face aux tensions croissantes entre Juifs et Arabes, pourtant tus sous le joug ottoman. Ces dernières conduisent à plusieurs émeutes meurtrières dès 1920 à Jérusalem et l'année suivante à Jaffa, qui perdurent dans toute la Palestine jusqu'au début de la Seconde Guerre mondiale. Et le Kotel ? De simples vestiges d'un monument religieux situé dans la vieille ville de Jérusalem, il se transforme à partir de la fin du XIXe siècle en mur politique de plus en plus instrumentalisé. L'écrivain à Cohen Mordecai Ben Hillel, 1856 à 1936, grande figure du sionisme et un des fondateurs de la ville de Tel Aviv, rappelle haut et fort que ce mur est nôtre et personne n'oserait y toucher. Devenu politique, le Kotel cristallise très tôt les tensions. Il est même à l'origine des émeutes d'août 1929 à Jérusalem, Hébron et Safed. Partie intégrante du Mont du Temple, sous contrôle du Waqf de Jérusalem, la fondation qui administre toujours les lieux saints islamiques de la ville, le mur était considéré par les fidèles musulmans comme faisant partie de la mosquée Al-Aqsa. Pour limiter les dissensions, les Britanniques avaient édicté en 1925 une réglementation qui interdisait aux Juifs d'installer face au Kotel chaises, bancs, mekitsa et d'y sonner le chauffard, afin d'éviter qu'il ne soit transformé en synagogue. Mais ces règles étaient de moins en moins respectées. Aux provocations d'un camp répondait celle de l'autre. Le jeudi 15 août 1929, le Bétar, un mouvement sioniste radical, organisa une marche vers le Kotel au cri de « Ce mur est notre mur ». Dès le lendemain, à l'issue de la prière du vendredi, le Waqf mena une contre-manifestation jusqu'au mur. Au cours de celle-ci, des objets liturgiques juifs furent brûlés. Chaque aiguillon appelait un palier supérieur d'agressivité. Dans une ambiance aussi délétère, la moindre étincelle déchaînerait la violence. Elle se produisit le 19 août lorsqu'un jeune séfarade décéda, mortellement poignardé par un arabe pour un motif d'une incroyable futilité. Son ballon était tombé sur un terrain arabe. Une dispute s'ensuivit au cours de laquelle il fut tué. Les autorités britanniques ne purent maîtriser la situation durant une semaine où presque 250 émeutiers trouvèrent la mort et 450 furent blessés. On désigna une commission, la commission Shaw, du nom de Sir Walter Shaw, le juge britannique qui la présida, pour enquêter sur les causes et les responsables de ces troubles. Dans son rapport publié en mars 1930, elle précisa que la longue série d'incidents liés au mur des lamentations était une des causes des émeutes. Avec le recul de plusieurs décennies, le rôle joué par le Kotel dans les émeutes de 1929 se révéla mineur. Si le mur n'avait pas existé, nul doute que Juifs et Arabes auraient trouvé un autre prétexte. Le 29 novembre 1947, la toute jeune ONU qui succède à la SDN vote la résolution numéro 181. La Palestine, encore sous mandat britannique, est répartie en deux États, l'un juif, l'autre arabe. L'administration de Jérusalem reste sous contrôle international. Les affrontements entre communautés reprennent alors.
Subitement, il se transforme en guerre civile, puisque les deux États ne sont pas encore créés. 6 mois plus tard, le 14 mai 1948, le mandat britannique s'achève et David Ben-Gourion prononce la création de l'État d'Israël. Le même jour, l'Égypte, l'Irak, la Syrie, la Transjordanie, future Jordanie et le Liban déclarent la guerre à Israël. Leurs troupes traversent, dès le lendemain, les frontières du nouvel État. Mieux armés et mieux préparés, les soldats israéliens reprennent les territoires un temps perdus comme le Negev et la Galilée, puis enchaînent les victoires. En 1949, les uns après les autres, les belligérants arabes demandent un armistice. La ligne de cessez-le-feu, également appelée ligne verte, marque les positions de chaque armée. Elle devient ipso facto la nouvelle frontière d'Israël, plus favorable à l'État hébreu que celle du partage onusien. Ce premier conflit provoque un déplacement massif de 700 000 à 800 000 réfugiés, principalement palestiniens, vers les territoires restés arabes. La ligne verte coupe en deux Jérusalem, lieu d'intenses combats. La partie ouest passe ainsi sous administration israélienne qui y installe aussitôt ses principaux centres du pouvoir, présidence, gouvernement, Knesset. La partie est, dont la vieille ville, est maintenue en territoire jordanien. Le Kotel se trouvant du mauvais côté, son accès est aussitôt interdit aux Juifs israéliens. Il le restera jusqu'en 1967. La majorité des Juifs est chassée de Jérusalem-Est par l'autorité jordanienne. Menée par Yitzhak Rabin, général en chef de Tsahal et futur Premier ministre, la guerre des 6 jours est déjà la troisième entre Israël et ses voisins arabes. Elle s'achève le 10 juin 1967 sur une victoire éclatante de l'État hébreu. Il occupe le Sinaï, le plateau du Golan en Syrie, la Cisjordanie et surtout la partie est de la ville de Jérusalem. Au matin du 7 juin, un peu avant midi, les soldats israéliens atteignent le Kotel. Dans une liesse fervente et comme lors des grandes fêtes religieuses, on y fait sonner le chauffard. La radio israélienne, qui accompagne les militaires, retransmet en direct la libération du mur des lamentations, devenu plus que jamais un mur politique et presque un objectif militaire. Interdit aux Juifs pendant près de 19 ans, le Kotel leur est de nouveau accessible. Les Israéliens déclarent la Jérusalem réunifiée comme leur capitale, statut qu'une loi fondamentale, votée le 30 juillet 1980 par la Knesset, entérinera. Aussitôt la guerre des 6 jours achevée, les Israéliens débutent la destruction d'environ 1 hectare du quartier juif, déjà passablement endommagé lors des précédents conflits israélo-arabes. La zone dégagée à proximité du Kotel permet d'aménager une esplanade. Pendant plusieurs siècles en effet, il n'existait qu'un étroit passage d'environ 4 mètres de large entre les habitations et le Kotel. Dans le même temps, l'État hébreu, soucieux de faire quelques concessions, conclut un accord avec Amman. Le Wafuk, contrôlé par la Jordanie, perdure dans ses fonctions d'administrateur des lieux de culte musulmans à Jérusalem, en particulier de l'esplanade des mosquées. Les Juifs ont l'interdiction de prier sur l'esplanade, ce qui entérine de fait un statu quo encore en vigueur de nos jours. En 1968, Yehuda Getz est nommé rabbin du Kotel, devenu officiellement entre-temps une synagogue à ciel ouvert unique en son genre. Depuis, le Kotel accueille ainsi toute l'année de nombreux pratiquants qui, se balançant d'avant en arrière, susurrent les prières et passages des Saintes Écritures. Les fidèles embrassent parfois ces pierres, souvent glissent dans leurs interstices des petits papiers sur lesquels sont inscrits des vœux ou des prières. Par respect, ils s'éloignent toujours à reculons du mur pour ne jamais lui tourner le dos. C'est aussi le Kotel que choisissent régulièrement les parents pour venir y célébrer la bar mitzvah de leur fils, la cérémonie par laquelle le jeune garçon de 13 ans acquiert sa majorité religieuse. C'est également le lieu de rassemblement de nombreuses fêtes religieuses juives, ainsi que de cérémonies militaires. On y accède après un contrôle de police plus ou moins strict, selon l'état des tensions entre communautés. Le parvis face au Kotel, où 60 000 personnes peuvent se masser, est divisé en 3 parties. La plus éloignée du mur est ouverte à tous. Plus rapprochée, se trouvent 2 sections séparées par une mekitsa, au nord la partie réservée aux hommes, au sud et plus petite celle aménagée pour les femmes. Dans un contexte politique sans cesse tendu et un environnement religieux fervent, la proximité du Kotel avec le 3e lieu saint de l'islam, situé juste en contrebas de l'esplanade des mosquées, a souvent été le catalyseur des nombreuses crises entre Israéliens et Palestiniens.
La plupart d'entre elles ont dégénéré en émeutes dont personne ne pouvait prédire la gravité. Ainsi, les fouilles archéologiques israéliennes menées au pied de la mosquée Al-Aqsa dénoncée par les Arabes au regard du risque d'écroulement qu'elle ferait peser sur l'édifice, l'installation de colons juifs en Cisjordanie, l'expulsion de résidents palestiniens, la présence de femmes à la tenue jugée trop légère et l'inscription sur la liste des sites historiques d'Israël de lieux saints juifs situés en Cisjordanie, ne sont que quelques exemples de mèches qui excitent Arabes et Juifs, fidèles ou non. Cela se termine inéluctablement en un face-à-face sur l'esplanade entre partisans de chaque camp et policiers. Les revendications de l'extrême droite israélienne pour que les Juifs puissent prier sur l'esplanade des mosquées, alors que le statu quo de 1967 leur en refuse le droit, sont à l'origine d'affrontements encore plus fréquents. En effet, de nombreux Juifs bravent cette interdiction lors des périodes de fêtes religieuses. Une enquête publiée en octobre 2012 par le quotidien israélien de centre-gauche Haaretz rappelle que 90% des pratiquants religieux veulent pouvoir prier au mont du Temple. Certains groupes extrémistes militent même pour y construire un troisième temple, à la place de la mosquée Al-Aqsa. Une idée pour le moins explosive, quand on sait qu'une simple visite d'une autorité israélienne sur l'esplanade des mosquées peut déclencher des heurts, comme celle d'Ariel Sharon en septembre 2000, un des leaders du principal parti de la droite israélienne, le Likoud, la conservation en hébreu, que les Palestiniens n'hésitent pas à instrumentaliser. Le déplacement du futur Premier ministre israélien provoque de violents affrontements avant de dégénérer en soulèvement, intifada en arabe, le deuxième après celui de 1987. Plus de 5500 personnes périssent, entre septembre 2000 et novembre 2006, victimes des attentats palestiniens ou des opérations de Tsahal. Mais les tensions autour du Kotel ne se cristallisent pas seulement qu'entre communautés religieuses. C'est aussi vers lui que se tourne la société israélienne lorsqu'elle est la proie de dissensions internes. Mur fondateur au sens propre comme au sens figuré de la nation juive et de son identité, le Kotel est également le témoin des revendications politiques. Il est régulièrement choisi comme point d'arrivée des défilés de celles et ceux qui, mécontents des décisions du pouvoir en place, entendent le faire savoir. Le Kotel assiste donc aux manifestations en tout genre, comme en 2004 contre le retrait des colons juifs de Gaza. En 2009, il voit défiler les militaires qui refusent d'évacuer une colonie illégale de Cisjordanie. En 2013, il entend les plaintes d'une foule ameutée contre la libération de prisonniers palestiniens. Ainsi, les Israéliens en appellent à l'essence du mur occidental, symbole de l'unité, de la force et de l'intemporalité de la nation juive, seul pays au monde fondé sur une unique appartenance religieuse. Le Kotel devient alors rassembleur, autrement que sur le plan spirituel. La population a l'habitude d'y célébrer les anniversaires des événements ayant rythmé l'histoire de la nation israélienne. Création de l'État, annexion de Jérusalem-Est, victoire de la guerre du Kippour. Mur emblème de la société israélienne, le Kotel embrosse ainsi tous les aspects religieux, politiques, mais aussi sociétaux. Par conséquent, il n'est pas surprenant que la question du genre se soit invitée au pied du Kotel. Un mouvement féministe juif, le WO, Women of the Wall, les femmes du mur, s'est emparé de la problématique à la fin des années 1980. Il la porte d'abord sur le plan social, puis politique et enfin juridique. La gestion du mur occidental étant confiée aux ultra-orthodoxes, les rites y sont scrupuleusement respectés. En particulier celui qui veut que seuls les hommes vêtus du talit, le châle de prière traditionnel, puissent lire la Torah à haute voix. Le WO, fondé en 1988 lors de la première conférence internationale féministe juive à Jérusalem, désireux de promouvoir un judaïsme plus moderne et moins ségrégué, ne l'entend pourtant pas ainsi. Dès 1989, les premières femmes couvertes d'un talit lisent la Torah à haute voix devant le Kotel. Elles sont la cible d'insultes et de projectiles divers lancés depuis la section masculine du mur, indignées de ce manque de respect de la tradition, jusqu'à ce que les nuées de gaz lacrymogènes des forces de l'ordre ramènent le calme. Car si le Deutéronome ne discrimine pas les sexes de manière dogmatique, la coutume juive le fait. Les autorités religieuses arguent que le WO est plus porté par des revendications féministes et la tentative de limiter l'influence des orthodoxes que par un désir spirituel sincère.
Elles ont donc systématiquement refusé d'accéder aux demandes d'élargissement des pratiques, réclamées par le WO mais aussi par la diaspora, en particulier américaine. Le blocage ne pouvait qu'arriver sur le bureau des 15 juges de la Cour suprême d'Israël, après un détour par la Knesset où la question fut débattue. Certains partis politiques ultra-orthodoxes comme le Cha présentent même un projet de loi, fort heureusement non adopté, pénalisant de 7 ans d'emprisonnement la prière non conventionnelle par une femme devant le mur occidental. Le 22 mai 2002, les juges autorisent les femmes à tenir des groupes de prière devant le Kotel selon la manière dont elles l'entendent, avant de revenir sur cette décision, le 6 avril 2003, au motif que ces réunions troublent l'ordre public et menacent la sécurité. Entre 2003 et 2013, plusieurs femmes sont arrêtées pour n'avoir pas respecté l'arrêt de la Cour, certaines même de nombreuses fois, comme Anat Hoffman, une des leaders du WO. À l'initiative des partis de la gauche israélienne et de la diaspora, toujours influente lorsqu'elle est américaine, la Cour rend une dernière décision en mai 2013 pour autoriser les femmes à prier au Kotel, à l'égal des hommes. Elle estime en effet que les extrémistes religieux sont, par leur réaction violente à l'égard du WO, les seuls à troubler l'ordre public. Il n'est pas certain que l'idée, envisagée par le pouvoir israélien en janvier 2016, de créer une portion du Kotel disponible pour la prière égalitaire et non couverte par le rabbinat, sorte de laïcisation d'une partie du mur, apaise la polémique. La Grande Muraille de Chine. Le ciel est haut, les nuages sont clairs. L'œil poursuit l'oie sauvage qui se perd vers le sud. On n'est point homme à moins d'atteindre la Grande Muraille. Mao Tse-dong, poème Le Mont Liupan, octobre 1936. La Grande Muraille est une invitation au voyage. Suivre la Grande Muraille, c'est d'abord remonter plus de 20 siècles en arrière pour dérouler ensuite l'histoire de la Chine. C'est aussi parcourir un itinéraire dans l'immensité de ce pays, à travers ses déserts, ses steppes, ses montagnes, ses fleuves et ses villes millénaires aux bâtiments à l'architecture si particulière. C'est enfin une exploration de la pensée chinoise, celle d'une civilisation brillante, empreinte de taoïsme, de confucianisme et de bouddhisme. Toute excursion a un point de départ. Le nôtre est celui de l'imaginaire des Européens, celui que notre pensée occidentale s'est forgée de ces terres longtemps inaccessibles, au gré des récits des voyageurs le long de la route de la soie. Les mystères entourant ce pays lointain et secret ont depuis transformé ces chroniques en légendes extraordinaires et fascinantes. La Grande Muraille est devenue un mythe dans notre esprit bien avant d'être le symbole de la Chine. On y entrevoit les hordes mongoles, les caravanes chargées de soieries, d'épices, de porcelaine ou de jade, les palais impériaux où s'affairent mandarins et concubines, la mythologie chinoise peuplée de dragons et autres phénix, les sages à la longue barbe blanche immobiles en pleine méditation. Plus prosaïquement, l'image que nous avons façonnée de la Grande Muraille est celle d'une construction maçonnée en briques et en pierre, posée en équilibre sur la crête des montagnes du nord de la Chine et qui s'étire depuis le désert de Gobi jusqu'à la mer Jaune, la seule construction humaine visible depuis l'espace. Nous nous la représentons comme un rempart infranchissable dont l'unique fonction était de protéger la Chine des armées barbares venues de Mongolie intérieure. Nous pensons qu'elle a toujours fait la fierté des Chinois. L'imaginaire dépasse bien souvent la réalité. En dépit d'une légende, on parlerait aujourd'hui de fake news dont l'origine reste obscure, la Grande Muraille n'est pas visible à l'œil nu depuis l'espace. Car sa largeur n'excède pas 6 à 7 mètres. Si nous pouvions l'apercevoir depuis l'espace, c'est-à-dire à 100 km d'altitude là où il commence à peine, cela équivaudrait à distinguer une abeille à 300 mètres de distance. Faites l'expérience, il faut avoir l'œil perçant. Ensuite, il est beaucoup plus juste de parler des Grandes Murailles plutôt que de la Grande Muraille. Nous verrons en effet que les Chinois n'ont pas érigé un seul mur, mais une multitude, et pas uniquement dans le nord du pays sur les montagnes, mais aussi dans les déserts de l'ouest et les plaines du sud. Aucune muraille ne relie non plus d'un seul tenant le désert de Gobi à la mer Jaune. Il y a toujours eu des solutions de continuité. La plupart du temps, ces murailles ont été construites en terre battue, parfois même en bois. En outre, leurs fonctions ne furent pas uniquement défensives, certaines ont été bâties dans un objectif clairement offensif, d'autres comme barrières douanières. Pour écorner un peu plus la légende, pendant très longtemps, ces murailles ont été maudites par les Chinois, très étonnés de l'admiration que les Occidentaux purent leur porter.
La grande muraille de notre imaginaire collectif occidental, celle des cartes postales et que les touristes visitent, n'est en fait que le tronçon construit sous la dynastie Ming, 1368 à 1644. Une toute petite partie d'une construction gigantesque et tentaculaire. Malgré le mythe quelque peu ébranlé ici, cette muraille mérite pleinement l'adjectif qui la qualifie. La Grande Muraille des Chinois. La principale difficulté à laquelle se heurte tout occidental lorsqu'il tente d'appréhender une culture différente est la langue, une autre barrière que la langue en effet. Avec le chinois, plus précisément le mandarin, elle est encore plus compliquée à franchir. L'expression « c'est du chinois », pour dire que l'on n'a rien compris à ce que l'on vient de lire ou d'entendre, illustre bien ce propos. Les idéogrammes, ces caractères chinois qui font le bonheur des calligraphes, restent obscurs aux profanes. Il faut donc en passer par une transcription phonétique du mandarin en caractères latins, le pinyin. Cette traduction simple permet de saisir la construction des idées à travers la langue. Pour faciliter la lecture, la traduction en pinyin apparaîtra en italique dans la suite du texte. La seconde difficulté est de pénétrer l'âme de la culture dont on entend s'imprégner, en d'autres termes, réfléchir comme les habitants de cet Orient que nous, occidentaux, qualifions d'extrême. Encore que les Chinois du XXIe siècle n'ont pas les mêmes codes, les mêmes usages ni les mêmes modes de pensée que leurs illustres ancêtres. Et cela vaut pour tous les peuples. Pour illustrer ce qui vient d'être dit, ouvrons une parenthèse. Le mot Chine n'est pas d'origine chinoise mais occidentale. Son étymologie fait probablement référence à Qin, la première dynastie impériale de 221 à 206 AV. JC, qui fut aussi la plus courte avec celle des Chines, de 9 à 26 AP. JC. Les Chinois appellent leur pays Zhongguo, le pays du milieu, vocable formé des mots Zhong milieu, centre, et Guo pays, royaume. Les Chinois sont donc des Zhongguoren, les gens du pays du milieu. Mais ils ont également d'autres vocables pour se définir comme Huaxia. Ce nom accole Hua, brillant, magnifique, et Xia, la première dynastie pré-impériale chinoise, de 2100 à 1700 AV. JC, dont l'existence porte d'ailleurs toujours à controverse et tiendrait peut-être plus du mythe fondateur que d'une réalité établie. Les Chinois se désignaient aussi par le patronyme de la dynastie au pouvoir. Celui des Han qui succédèrent aux Qin conserve encore de nos jours cette fonction, 1800 ans après leur chute. Nous voyons bien la différence de construction mentale entre les Chinois qui possèdent une multitude d'expressions pour se définir, et les Occidentaux qui n'en ont bien souvent qu'une, plus rarement deux ou trois pour désigner de manière neutre qui ils sont. À part français, aucun autre terme ne nous qualifie en dehors de toute connotation régionale ou ironique. Étudier la muraille, ou plus précisément les murailles, nécessite aussi de s'intéresser aux relations que les Chinois ont entretenues avec leurs voisins. Se pose à nouveau la même difficulté. Comment les appeler ? Barbares, mot d'origine grecque inconnu en Chine ? Mongols ou Mandchous ? Bref, du nom des peuples non chinois qui les entouraient ? Les Chinois les distinguaient parfois en fonction de leur localisation géographique dans une vision sino-centrée, caractéristique de la cosmogonie chinoise, qui semble logique venant des gens du pays du milieu. Les Di au nord, les Man au sud, les Yi à l'est et les Rong à l'ouest. En fait, il existe une quarantaine de vocables, neutres ou péjoratifs, pour désigner ceux qui ne sont pas chinois. Pour plus de commodité, nous adopterons le terme étranger, qui me paraît synthétiser toutes les acceptions évoquées ci-dessus. Pour s'ouvrir progressivement à la mentalité chinoise, et ainsi mieux appréhender l'histoire de leurs murs, il est nécessaire d'abandonner, pour le temps de ces quelques pages, notre moule occidental qui a façonné nos valeurs et notre culture. Refermons notre parenthèse. Nous éviterons donc l'écueil de parler de la Grande Muraille. On préférera plutôt l'expression utilisée par les Chinois eux-mêmes, Wanli Changcheng ou plus simplement Changcheng. Chang signifie long, durable, Cheng muraille, ville et Wan 10 000. L'objet de notre propos est donc la longue muraille de 10 000 li. Le li est une mesure de distance dont la valeur a notablement changé au cours des siècles. Si elle est aujourd'hui de 500 mètres, s'étant pliée à l'écrasante domination du système métrique, sa longueur variait durant l'Antiquité chinoise entre 315 et 420 mètres. Le mandarin n'ayant pas de désinence pour marquer le pluriel, Changcheng peut signifier la longue muraille comme les longues murailles. Les murs construits par les Chinois étant très nombreux,
Ils n'ont d'ailleurs pas tous été découverts, nous choisirons pour refléter le plus possible la réalité l'acception de longues murailles. L'expression Wanli Chongcheng apparaît pour la première fois sous le règne de Qin Shi Huang, le premier empereur de la première dynastie impériale chinoise. D'abord roi de Qin, un des multiples royaumes qui constituaient alors ce qui n'était pas encore la Chine, il devient empereur en 221 av. JC, après la conquête des États voisins du sien. L'annexion du dernier royaume encore indépendant, celui de Qi, met fin à la période féodale et ouvre la longue histoire de la Chine impériale qui va durer jusqu'en 1912. Qin Shi Huang centralise l'État, unifie la langue, l'écriture et la monnaie, standardise les poids et les mesures. Il construit des routes pour relier les provinces à sa capitale Chang'an, Xi'an de nos jours, qui deviendra un siècle plus tard, le point de départ de la route de la soie. L'empire de Qin Shi Huang couvrait déjà une grande partie de l'est de la Chine. Au nord de l'empire, une vaste zone centrée sur la Mongolie mais débordant très largement sur la Mandchourie, la Sibérie et le Kazakhstan, était occupée par plusieurs peuples nomades. Parmi eux, les Xiongnu, littéralement les esclaves féroces, représentaient une menace certaine pour l'empereur. Afin de consolider l'unité de son jeune pays et de garder à bonne distance les Xiongnu, Qin Shi Huang envoie en 215 av. JC une armée commandée par un de ses généraux, Meng Tian. Le général repousse les Xiongnu plus au nord. Puis l'année suivante, sur ordre de l'empereur, il fait ériger une muraille Chongcheng. Construit en terre damée, ce mur a aujourd'hui presque totalement disparu et son tracé exact demeure incertain. Seuls quelques pans, dont on suppose qu'ils lui appartenaient, ont été retrouvés par les archéologues. L'existence de Chongcheng est toutefois attestée par le Shiji, un ouvrage sur l'histoire de ce qui allait devenir la Chine, écrit au 1er siècle av. JC par l'historien Sima Qian. Cette longue muraille était également dotée d'un fossé, creusé pour prélever la terre nécessaire à sa construction. Des tours de guet servaient à surveiller les environs. En cas d'apparition de cavaliers ou de fantassins hostiles, les renforts étaient prévenus par des messages codés passés de tour en tour à l'aide de drapeaux ou de signaux de fumée le jour. La nuit, le feu assurait le même office. Une quarantaine de forteresses étaient disposées tout au long de la muraille. Leurs soldats pouvaient aisément se déplacer en empruntant la route qui longeait le mur. La fonction de Chongcheng, clairement offensive, était donc de protéger les territoires fraîchement conquis jusqu'à la limite septentrionale de l'Empire, un horizon encore approximatif à cette époque reculée. La muraille partait du nord de la péninsule coréenne pour s'étirer jusqu'au sud-est de l'immense boucle formée par le fleuve Jaune, ou Hwanghae, dont elle suivait le cours en partie. D'une longueur d'environ 3000 km, incorporant des portions de murs léguées par les royaumes précédents, que nous évoquerons plus loin, elle fut érigée en à peine 4 ans, puisque l'empereur lui-même est allé l'inspecter avant sa mort en 210 av. JC. La marche forcée imposée aux travailleurs pour construire en si peu de temps un objet aussi titanesque pour l'époque, s'imagine assez facilement. Homme brutal et autoritaire, Qin Shi Huang déporta sur le chantier de sa muraille nombre de prisonniers. Ouvriers et paysans y étaient enrôlés de force. Les conditions de vie et de travail terrifiaient ces malchanceux, dont beaucoup mouraient d'épuisement dans ces régions aux températures aussi extrêmes. Le Shiji mentionne une autre muraille bâtie durant le règne de Qin Shi Huang. Elle fut construite à partir de 213 au sud du fleuve Bleu, ou Yangtze-Kiang, pour protéger les territoires conquis l'année précédente par l'armée impériale. Elle avait donc aussi une fonction offensive. Le Shiji n'évoque pas le tracé de cette muraille qui reste par conséquent encore à découvrir. L'épisode douloureux de la construction de la muraille de Qin Shi Huang est probablement à l'origine du ressentiment durable des Chinois à l'égard de ce mur, comme des suivants. Il en reste plusieurs légendes, dont les deux plus célèbres sont celles de Meng Jiangnu, encore très populaire en Chine de nos jours, et celle de la porte de Xifengkou. Meng Jiangnu était une femme mariée. Son époux partit sur le chantier de Chongcheng, comme tant d'autres, contre son gré. Ne le voyant pas rejoindre son foyer à l'approche de l'hiver, elle décida d'aller le retrouver au pied de la muraille. Là-bas, elle apprit sa mort et que sa dépouille avait été utilisée pour construire le mur. Accablée par le chagrin et le désespoir, elle resta au pied de Chongcheng durant des jours à pleurer son amour perdu. L'abondance des larmes de la jeune veuve fit s'effondrer Chongcheng,
et elle put ainsi retrouver le corps de son défunt mari. De là naquit le mythe des travailleurs infortunés de Chongcheng, dont les cadavres étaient incorporés à la structure. La deuxième légende, moins connue, est celle de la porte de Xifengkou. Un père vit un jour son jeune fils conscrit partir pour travailler à la construction de Chongcheng. Au bout de plusieurs années d'absence, le père, inquiet de ne pas voir revenir son fils, partit à sa recherche le long de la muraille. Par chance, père et fils se croisèrent à une porte qui permettait de traverser Chongcheng, au pied de la colline Songtin. Remplis de bonheur, ils s'enlacèrent et s'embrassèrent longtemps. Ils étaient tellement heureux qu'ils se mirent à rire aux éclats jusqu'à en mourir d'asphyxie. La porte fut surnommée plus tard Xifengkou, passage du pic du bonheur. Ces légendes illustrent bien les tourments ancestraux causés aux Chinois par les longues murailles dévoreuses d'hommes, vécues comme une plaie dans leur imaginaire collectif. D'autant qu'elles furent édifiées durant des périodes de guerre où la mort, les pillages, les viols et les incendies de villages ou de récoltes étaient fréquents. Les longues murailles ont depuis été associées à la souffrance, à tel point que la plupart des dynasties suivantes, instigatrices de bien d'autres murs, évitèrent prudemment de les appeler Chongcheng, un nom honni. C'est donc à cette première longue muraille au nord de l'Empire Qin, bâtie dans le sang et les larmes, que renvoie l'expression Wanli Chongcheng. Aujourd'hui disparue, n'ayant pas résisté à l'érosion du temps, elle incarne pour les Chinois toutes les autres longues murailles qui suivront comme celles qui la précédèrent. Car Qin Shi Huang ne fut pas le premier à construire des murs au pays du milieu. Les murailles pré-impériales. Le berceau de la civilisation chinoise est une zone centrée aux confins des provinces actuelles du Henan, du Shaanxi et du Shanxi. Le fleuve Jaune, qui traverse la région et tire son nom de la couleur boueuse due aux quantités élevées d'alluvions qu'il charrie, rend les terres très fertiles. Elles ont donc attiré très tôt les hommes. Dans ces plaines propices à la sédentarisation, une première civilisation sinisante voit le jour vers 5000 AV. JC, celle de Yangshao. D'autres suivront plus à l'est, en aval du fleuve, comme celle de Longshan ou plus au sud, le long du fleuve Bleu à proximité duquel se développa la culture du riz. Au nord et à l'ouest de cette zone s'étendent des régions de steppes et de montagnes, de plus en plus arides à mesure qu'on approche du Tibet et de la Mongolie. Elles sont peuplées de tribus nomades et semi-nomades qui maîtrisent déjà l'élevage. Plus loin encore, en Mandchourie et dans l'Altaï s'établissent à la même époque d'autres civilisations comme celle d'Andronovo. Ces différents groupes humains tissent des liens sur les plans commerciaux et culturels, s'influencent et parfois même s'interpénètrent. Ces rapprochements aboutissent inévitablement à un processus d'intégration. Nonobstant, nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.